la une de l'actualité religion. Au Gabon, le bishop Mabi Christ Mathias a été ordonné évêque. C'était le 9 avril 2017. Toujours au Gabon, le HACINCA, le Haut Conseil international des ministres du culte en Afrique, a un nouveau membre. L'affiliation s'est faite à Port-Gentil. Dans l'actualité africaine, les chrétiens catholiques d'Égypte attendent avec ferveur l'arrivée du pape François. Enfin, à l'international, que va faire François Hollande après son mandat présidentiel? Le président français connaîtra son successeur ce dimanche. Madame, Messieurs, bienvenue. Merci de vous informer sur Béni TV, la chaîne des Bénis. Nous ouvrons ce journal par le chapitre Religion. L'apôtre Kobena Onzoa a été consacré sur la région Abidjan Sud de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire. C'était le dimanche 16 avril 2017 à Abidjan, Koumassi, lors d'une convention annuelle présidée par l'apôtre patriarche Yao Bio. La commune de Koumassi-Sikoji, dans le district d'Abidjan, a abrité un grand rassemblement ecclésiastique le dimanche 16 avril 2017. Un moment particulier organisé par l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire. Les fidèles ont répondu très nombreux à l'appel de leur leader pour cette convention. Convention marquée par la présence d'une figure emblématique de l'évangile, l'apôtre Yao Bio, président de l'église Pentecôte de Côte d'Ivoire. Le patriarche a reçu un accueil très chaleureux de la part de ses enfants spirituels. Cette belle cérémonie a été marquée par la consécration de l'apôtre Kobena Onzoa, établi par l'apôtre Yao Bio comme apôtre de la région d'Abidjan. Et la grâce de l'Éternel. Amen. La puissance de Dieu très haut. Amen. Sa gloire. Amen. Sa gloire. Amen. Soit sur toi. Amen. Sur ton fils. Amen. Et que l'évangile s'avance après. Amen. Puissance. Amen. Amen. Des moments très forts de bénédiction qui n'ont pas laissé l'apôtre Kobena indifférent. Nous parlons de la mort de Christ et de sa résurrection. Et cette résurrection nous donne une nouvelle vie, nous donne une nouvelle espérance, nous donne une nouvelle vision de notre adoration. Parce que c'est cette résurrection-là même qui est le fondement de notre foi. Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour nous revaloriser, il est ressuscité pour nous repositionner, il est ressuscité pour que, au travers de nous, le monde sache qu'il y a un Dieu qui a vaincu la mort. Et à cause de cela, que ce monde se tourne des ténèbres à son admirable lumière. Et c'est pour cela que nous sommes là, pour fêter cette action aussi grandiose avec notre Père, le président de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire, l'apôtre Yao Bio, qui a tenu lui-même à se déplacer pour venir. Plus de 200 veuves et femmes démunies ont reçu des dons le samedi 29 avril 2017 lors de la traditionnelle journée des veuves organisée par les femmes de l'ONG l'Union internationale des femmes pour la solidarité. Voici un compte-rendu de cette cérémonie. Dans leurs belles tenues uniformes, les femmes de l'ONG Union internationale des femmes pour la solidarité, UIFS, se sont retrouvées le samedi 29 avril 2017 à l'occasion de la 22e édition de la journée de la veuve. Cette journée est une occasion de rendre hommage aux femmes en général et aux veuves et femmes démunies en particulier en leur apportant des soutiens matériels et financiers. Mais avant d'arriver à ces actes de bienfaisance, les femmes ont marqué leur journée par de nombreuses activités, dont des ballets, des sketchs et des concours de danse et de cuisine. Depuis plus de 20 ans, l'ONG UIFS apporte son soutien et appui aux veuves et aux femmes démunies. Ces actions sont fortement appréciées par les bénéficiaires. Nous sommes fonctionnaires souvent, il nous arrive de ne pas lui épargner notre argent et avec la cantine qui organise la prière Sainte Nicole, ça m'a appris à être bien organisé dans mes dépenses. Mon fils est marié, l'ONG m'a envoyé beaucoup de cadeaux. Gros congélateur m'ont donné. Le mois qui est là, même moi là, il a perdu mon fils. L'ONG est venu me soutenir. En tout cas, je voulais dire à les femmes, toutes celles qui sont venues regarder aujourd'hui pour écouter, il n'y a pas ma soin dedans, c'est la vérité. Pour la présidente des femmes de l'ONG UIFS, Mme Nicole Kofi, et la marraine de la cérémonie, Mme Conan, l'assistance aux femmes démunies et aux veuves est un devoir moral dicté par Dieu.
Donner le don, certes, elles vont manger et puis après, qu'est-ce qu'elles vont faire? Mais nous emmenons vraiment ces femmes à réaliser réellement des petits projets et nous allons les financer. Il est le Dieu des orphelins, de la veuve et puis de l'étranger. Voilà. Donc je veux dire, c'est quelque chose qui a été déjà proclamé par Dieu. Et nous sommes des enfants de Dieu, donc on est dans les pas du Christ. Pour cette cérémonie, l'ONG UIFS a fait une remise de dons à plus de 200 femmes veuves et femmes démunies. 8 autres femmes ont également reçu des chèques pour améliorer les activités professionnelles. Au centre pilote de Port-Bruce ce samedi 29 avril 2017 avec les femmes de l'ONG UIFS, c'était bien la fête des mères avant l'heure. Rendons-nous à présent au Gabon où le bishop Mabi-Christ Mathias a été ordonné évêque le 9 avril 2017 à l'église charismatique Le Trône de la Grâce de Libreville. L'ordination a été présidée par l'archevêque Kirby Clément, venu spécialement des États-Unis. Le samedi 9 avril 2017 reste une date gravée pleine de joie et de victoire pour le peuple de l'église charismatique Le Trône de la Grâce à Libreville au Gabon qui a organisé la cérémonie d'ordination du bishop Mabi-Christ Mathias élevé au rang d'évêque confirmé. C'est devant un parterre d'invités tels autorités ecclésiastiques, fidèles et amis, tous heureux ont exprimé leur satisfaction. Et tout cela rehaussé par Madame Estelle Ondo, ministre de l'économie forestière, de la pêche et de l'environnement du Gabon, marraine de cet événement, a également adressé un mot d'encouragement. Émotion, je prends la parole à l'occasion de l'ordination du pasteur Mabi-Christ Mathias que je connais depuis quelques années. Il est en effet arrivé au Gabon lors des grandes rencontres organisées par le pasteur Raymond Ea au Buisson Ardent, avant de commencer sur instruction divine son œuvre. Je l'ai accompagné lors de la célébration de son mariage avec Maman Colombe et suivi avec attention leur évolution. C'est l'évêque Joël Thomas du Canada et l'archevêque Kirby Clement des États-Unis, en l'absence de l'archevêque Margaret Benson Idahosa empêché, qui ont chapeauté l'ordination. Nous voyons pour point vos oreilles, vos yeux afin de voir, les oreilles pour entendre, et la bouche c'est pour parler, les mains pour faire les signes et les prodiges. Par ailleurs, l'archevêque Margaret Benson Idahosa a déclaré des paroles de bénédiction via une conférence vidéo afin d'exprimer son soutien à son fils spirituel ordonné, l'évêque Mabi-Christ. I commit your son that is being consecrated now unto you. I ask, oh God, that you will elevate him above his bed. I ask, everlasting Father, that you will rule and reign in his life. Signature yourself in his bishopric in the name of Jesus. Signs and wonders shall be your portion. You shall do notable miracles this month and this year. And above all, God asked me to tell you that this year is going to be for you to do great exploits. Toujours au Gabon, une remise de certificat d'affiliation au ASIMCA, entendez au Conseil international des ministres du culte en Afrique, a eu lieu à Port-Gentil. Cette cérémonie a été parrainée par Justine Libimbi, maire du 1er arrondissement de Port-Gentil. Le Haut Conseil international des ministres du culte en Afrique, en abrégé ASIMCA, a organisé une cérémonie de remise de certificat d'affiliation ce week-end et c'est la salle polyvalente de la mairie du 1er arrondissement de la commune de Port-Gentil au Gabon qui a prêté son cadre pour la dite circonstance. C'est dans une salle archi-comble devant plusieurs invités, pasteurs, fidèles, amis, adhérents et tout cela rehaussé par la présence de Madame Justine Lebimbi, maire du 1er arrondissement, marraine de l'événement. Les moments se sont ouverts par un mot d'encouragement de la marraine. Mais continuez, c'est juste un message d'encouragement dans ce que vous êtes en train de faire. Continuez à écrire pour notre bon Dieu, notre puissant Dieu. Continuez à écrire, continuez à évangéliser, continuez à prêcher la parole de Dieu. Ne désespérez pas. Même quand c'est compliqué, même quand vous avez des épreuves, même quand les obstacles sont là, même quand vous trouvez que c'est difficile, même quand il n'y a pas 5 francs. Continuez. Avec Dieu, rien n'est impossible. Puis le président
président de Hassimka, le bishop Freddy, a poursuivi par la présentation et les objectifs de la fédération. Le Haut Conseil international des ministres de culte chrétien que je représente ici en tant que président provincial, mais aussi conseil international chargé d'implantation et de propagande dans tous les pays d'Afrique, me charge de vous dire que nous avons des objectifs. Et ces objectifs nous poussent à pouvoir former les serviteurs de Dieu, aller plus loin dans les nations pour permettre que l'Église puisse avancer. Là où les chrétiens ne marchaient pas, que les chrétiens marchent. Là où on méprisait les serviteurs de Dieu, que les serviteurs de Dieu évoluent. Nous devons être sans division, sans haine, et nous devons soutenir tous les mouvements chrétiens pour permettre que l'Église avance. Et la cérémonie de remise des certificats s'est faite par les différentes autorités présentes aux nouveaux adhérents. Une prière à l'endroit de la marraine en guise de remerciement pour témoigner de sa gratitude. Simplement l'impression que nous avions, non seulement moi, mais mon frère ici, et que c'est une impression de joie. Donc j'interpelle à tous mes frères et tous mes hommes de Dieu qui ne sont pas encore affiliés et venus nous rejoindre pour que l'œuvre de Dieu avance. Ouvrons à présent la page africaine de ce journal en nous rendant en Égypte, où les fidèles catholiques d'Égypte attendent avec ferveur l'arrivée du pape François. Le souverain pontife vient soutenir les chrétiens d'Égypte qui ont été victimes de plusieurs attaques. Dans l'église Saint-Joseph du Caire, dernière répétition pour la chorale. Les fidèles catholiques attendent avec ferveur l'arrivée du pape François en Égypte. Le pontife sera au Caire vendredi et samedi pour son premier voyage dans le plus peuplé des pays arabes. Nous avons commencé les préparations quand nous avons appris la visite du pape il y a environ un mois et quand nous avons su que notre chorale avait été choisie pour participer à la cérémonie. Le pape vient soutenir les chrétiens d'Égypte endeuillés et inquiets après des attentats meurtriers. Pour le patriarche copte catholique, cette visite a pris une dimension hautement symbolique. Début avril, un double attentat suicide a fait 45 victimes dans 2 églises coptes. L'Égypte mérite de recevoir du soutien, en particulier avec ce qui se passe et les attentats terroristes et criminels dans le pays. Sur les 9 millions de chrétiens égyptiens, 270 000 sont catholiques. Une petite communauté qui veut réserver un accueil mémorable au pape et qui espère que sa visite renforcera le dialogue avec les autorités musulmanes. Cette visite est très importante pour consolider le dialogue entre les religions. Ce dialogue a été interrompu pendant un temps, mais le pape François est arrivé et l'a relancé. Les visites de délégation se sont multipliées entre le Caire, l'université Al-Azhar et le Vatican. La visite du pape François intervient 17 ans après celle de Jean-Paul II qui avait marqué les esprits. Samedi, il dirigera une messe dans un grand stade de la banlieue du Caire. Les trafics illégaux se sont multipliés entre la Tunisie et l'Italie. Les trafiquants utilisent des vedettes ultra rapides face à une marine tunisienne qui s'active pour faire face à ce fléau. Depuis sa cabine de pilotage, le commandant Mohamed Nasser scrute les écrans des radars. Avec son équipage de la garde nationale maritime tunisienne, il est à la recherche de trafiquants d'un nouveau genre. Pour mener leur trafic, ils utilisent des vedettes ultra rapides entre la Tunisie et l'Italie toute proche. Nous avons fait échouer des opérations dans lesquelles des Tunisiens en provenance du nord de la Méditerranée étaient impliqués. Ils viennent seuls et on trouve des devises, des cigarettes. Ce sont des choses qui existent. Depuis longtemps, des migrants prennent la mer en direction de l'Italie depuis la Tunisie. Mais ces derniers mois, de nouveaux trafics ont émergé, cette fois dans le sens nord-sud. En mars 2017, les gardes-côtes tunisiens ont mis la main sur plus de 31 kilos de cocaïne larguée dans les eaux tunisiennes par une vedette rapide. Avec cette opération et avec nos investigations sur ce nouveau phénomène qui a commencé à émerger surtout depuis l'année écoulée, nous prévoyons d'autres opérations puisqu'il y a des quantités aussi importantes. Donc on doit s'adapter à ce nouveau danger.
La révolution de 2011, qui a renversé le régime de Ben Ali, a laissé place à un vide sécuritaire. Et des trafiquants en tout genre s'y sont engouffrés. Les circuits de la contrebande étaient bien connus et bien maîtrisés par les proches du régime. Et de ce fait-là, il n'y avait pas de contrebande d'armes et de drogue. C'était presque une condition du contrat. D'après les gardes-côtes, des réseaux internationaux ont pu installer des antennes en Tunisie, profitant des bouleversements politiques. Un défi de plus pour ce pays toujours en pleine transition depuis le printemps arabe. Santé, le programme national de lutte contre le paludisme au Burkina Faso a lancé un nouveau plan pour endiguer ce fléau. Il faut le noter, en 2016, environ 9 millions de cas de paludisme ayant entraîné 4000 morts ont été enregistrés dans ce pays. Le paludisme est la première cause d'hospitalisation au Burkina Faso. En 2015, le nombre de décès dus à cette affection était de 5000. En 2016, ce sont plus de 9 millions de cas de paludisme et 4000 décès causés par la maladie qui ont été enregistrés. Le fléau du paludisme inquiète de plus en plus les populations et les autorités burkinabées. L'hivernage qui s'étend de juillet à octobre est la période durant laquelle le plus grand nombre de cas de paludisme est enregistré. Pour les 3 premiers mois de l'année 2017, le programme national de lutte contre le paludisme du Burkina a déjà enregistré 680 décès pour environ 2 millions de cas de la maladie. D'une manière générale, il y a une augmentation de l'incidence liée en grande partie à l'amélioration de l'accès aux soins de santé, mais nous notons une amélioration, donc une réduction de la létalité et toutes choses également qui nous confortent dans nos stratégies que nous mettons en place. Les 3/4 des personnes atteintes de paludisme au Burkina Faso sont des enfants. À travers un plan qui s'étend sur 2 années, le programme national de lutte contre le paludisme veut intensifier la lutte contre la maladie en donnant des médicaments aux enfants de 3 mois à 5 ans en guise de protection durant la période de grande transmission. Nous avons eu à faire la distribution universelle de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, où nous avons pu distribuer environ 10 millions de cas de moustiquaires à 4 millions de ménages. Nous avions également la chimioprévention saisonnière du paludisme, chimioprévention du paludisme saisonnier, et qui permet d'administrer donc à titre préventif des antipaludiques de 3 mois à 5 ans. Le plan élaboré par le Programme national de lutte contre le paludisme pour contenir la maladie devrait coûter 41 milliards de francs CFA en 2 ans. Le PNLP prévoit également une opération de pulvérisation contre les moustiques dans 4 districts sanitaires et espère plus de soutien de partenaires financiers pour l'étendre sur tout le territoire burkinabé. Ouvrons à présent la page internationale en nous rendant en Grèce où la fête du travail a été marquée par une grève nationale. Les manifestants ont dénoncé les nouvelles mesures d'austérité prévues dans le cadre du versement des prêts internationaux. En Grèce, les défilés de syndicats et de travailleurs du 1er mai ont été marqués par une grève nationale de 24 heures. Les protestataires dénonçaient les nouvelles mesures de rigueur prévues en échange de la poursuite du versement de prêts internationaux. Ils étaient 10 000 manifestants à Athènes, 3 500 à Thessalonique selon la police. À l'extérieur du Parlement à Athènes, ils appelaient le gouvernement à ne pas céder à la pression de ses créanciers. Nous intégrons ce jour de lutte historique à notre lutte contre les politiques du gouvernement. Nous sommes contre tous les partis politiques qui disent vouloir réviser le plan de sauvetage conclu. Cette révision ne sert qu'à détruire les gens et les retraités, explique ce représentant d'une association de retraités. En avril, le gouvernement a accepté de faire 3,6 milliards d'euros d'économies en prévoyant de rogner sur les retraites de 2019 et en alourdissant les impôts en 2020. Les travailleurs devront se soulever. Ils ne devraient pas brandir de drapeaux étrangers qui sont contre leurs intérêts. Ils devraient attaquer de manière organisée pour récupérer ce qu'ils ont perdu et sortir manifester pour saisir l'occasion de reprendre le pouvoir, explique ce manifestant. Avec la grève, la plupart des magasins étaient fermés, comme les services publics, les transports en commun ont été perturbés, tandis que la circulation des bateaux et des trains était carrément à l'arrêt. Les nouvelles mesures de rigueur devraient être approuvées mi-mai par le Parlement grec. La Grèce souhaite un accord avec ses créanciers le plus tôt possible car le pays endetté a besoin de nouvelles tranches de prêts pour payer ses créances de plus de 7 milliards d'euros en juillet prochain. Une grève générale est prévue le 17 mai par les syndicats pour protester contre ces nouvelles mesures.
Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union européenne ont adopté à l'unanimité les principes directeurs des négociations avec le Royaume-Uni sur sa sortie de l'Union européenne. À l'unanimité et en 1 minute, les chefs d'État de l'Union européenne adoptent les grandes lignes pour les négociations avec Londres. Lors de leur premier sommet à 27 en l'absence du Royaume-Uni, les Européens font front commun sur les modalités du Brexit. Ce qui fut impressionnant aujourd'hui fut l'unité entre les 27. C'est une véritable ambition commune. Les négociations commenceront après les législatives britanniques du 8 juin. Mais déjà, les 27 annoncent leur priorité, la défense des droits des 3 millions de ressortissants de l'Union européenne installés au Royaume-Uni. Nous attendons une réponse sérieuse de la part des Britanniques. Je vous assure que dès que le Royaume-Uni aura offert de vraies garanties pour les citoyens européens, nous trouverons rapidement un accord. Union européenne et Royaume-Uni devront aussi s'entendre sur un sujet épineux, celui des comptes. La facture pourrait être salée pour Londres. L'Europe l'estime autour de 60 milliards d'euros. Il y a forcément des coûts, des conséquences, un prix à payer pour ne plus être dans l'Union européenne. Non pas que ce serait une punition qui serait infligée à un pays qui sortirait, en l'occurrence le Royaume-Uni. Il ne s'agit pas de lui faire payer je ne sais quel impôt, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de ne plus appliquer les règles de l'Union européenne et ensuite d'en avoir forcément tous les inconvénients. Autre dossier délicat, la question des 2 agences européennes actuellement basées à Londres. L'autorité bancaire européenne et l'agence européenne des médicaments devront être transférées pour rester sur le territoire de l'Union. Comme annoncé dans les titres, dans quelques jours, l'actuel chef de l'État français François Hollande connaîtra son successeur à l'Élysée. Que fera-t-il après son quinquennat? Retournera-t-il dans son fief de Tulle en Corrèze? Découvrons tout ceci dans ce sujet. 6 mai 2012, une foule en liesse exulte sur la place de la cathédrale à Tulle. François Hollande, l'élu local, devient président de la République. 5 ans plus tard, le calme est revenu dans la paisible ville corrézienne. À la différence de la majorité des Français, ici, les habitants sont plutôt indulgents sur le bilan présidentiel. Il faut admettre qu'il n'a pas eu de chance non plus, il faut être honnête. Les circonstances ne l'ont pas aidé non plus. Vu au stade où on est aujourd'hui, ça avait été quelqu'un d'autre, je pense qu'il n'aurait pas fait mieux. On va découvrir petit à petit qu'il y a une reprise économique, il y a beaucoup de choses qui vont se passer qui seront effectivement le fait du quinquennat. Je pense que les gens oublient que le temps politique est un temps long et qu'il faut, pour avoir des effets sur certaines réformes, 5-10 ans parfois. Natif de Normandie, François Hollande a choisi la Corrèze comme terre d'élection. Pendant son mandat présidentiel, il y est venu régulièrement rendre visite à des amis et voter, comme toujours depuis plus de 25 ans. Lors du premier tour pour désigner son successeur, le président a pris le temps de se balader dans son ancienne cité, accompagné du maire actuel, un fidèle qui est chargé de trouver une nouvelle maison pour le futur ex-président. Il n'y a pas beaucoup de maisons à vendre là, c'est bien. C'est ça qui nous intéresse. C'est votre petit coin de paradis ici? Ouais, c'est beau quand même, avouez. C'est quand même la vérité. Je sais pas comment est le paradis, mais ici, à Tulle, il y a des bons débuts de paradis. C'est un encouragement. Mais enfin, sans passer au purgatoire. Depuis qu'il a renoncé à se représenter en décembre dernier, François Hollande est resté très discret sur ses ambitions futures. Alors ici, on voit plutôt d'un bon œil un retour au pays et peut-être un nouveau mandat local. Pourquoi pas? Moi, je pense qu'il a fait des bonnes choses pour Tulle, donc ça serait bien qu'il revienne vers ici. Plutôt que de rester à Paris et s'ennuyer ici la qualité de vie. Je pense qu'il viendra dans sa ville peut-être plus souvent qu'il n'a pu le faire jusque-là et dans un contexte et une capacité différente d'être davantage en disponibilité avec les uns et avec les autres, d'une part, plus libre aussi, parce qu'il ne l'était pas. Et ça, je crois qu'il va beaucoup l'apprécier. Dans cette vallée, les maisons à vendre ne manquent pas, à des prix imbattables par rapport à la région parisienne. Mais le président ne viendra ici que pour la villégiature, car il a déjà trouvé de nouveaux bureaux parisiens et compte prendre la tête de la fondation La France s'engage en septembre prochain. Mais il l'assure, à la différence de son prédécesseur Nicolas Sarkozy, il ne se lancera pas dans une carrière dans le privé. Un fait divers en Grande-Bretagne pour refermer ce journal, un jeune surfeur a été sauvé après plus de 30 heures passées en mer. Parti surfer dimanche matin, il a été retrouvé lundi par les secouristes.
Plus de 30 heures passées en mer et la fin du cauchemar pour ce surfeur. Matthew Bryce est parti dimanche matin surfer depuis la côte écossaise et sa planche a dérivé. Les secours l'ont retrouvé lundi matin à 24 km des côtes. Le jeune homme a survécu grâce à sa combinaison et sa planche qu'il a bien fait de ne pas quitter. Bien qu'il ait été toute la nuit et le jour suivant dans l'eau, il est dans une condition physique surprenante. C'était une personne très en forme et les conditions n'étaient pas si mauvaises. Alors il a eu vraiment de la chance d'avoir été retrouvé. Le surfeur de 22 ans souffre d'hypothermie. Le mois de mars dans cette zone est la période où la température de l'eau est la plus froide, moins de 10 degrés. Voici un bel exemple de ce que l'espoir est toujours permis. C'est ici que s'achève ce journal que nous avons été ravis de vous présenter. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À bientôt.